Bonjour, bienvenue sur la Maïeutique. C'est la deuxième émission que l'on a fait juste avant les fêtes. Donc, bonjour Maxime. Je vous propose une émission qui suit l'émission précédente à partir d'une chronique des Échos qui a appelé mon attention et qui s'intitule « À quoi ressemblerait un plan RUEF en 2025 ?» Bon, cette chronique est de M. Antoine Fouché, qui a été le directeur de cabinet de Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail au début du premier quinquennat de M. Macron. Le plan RUEF, il faut rappeler ce que c'est. Le général de Gaulle arrive au pouvoir en mai 1958 dans une situation comparable à la situation actuelle. La France a un déficit de 5% du PIB. Les professeurs de Sciences Po disent on ne pourra pas rentrer dans le marché commun. C'est impossible, on est trop faible. L'inflation est très importante, la balance des paiements est déséquilibrée, et on envoie Félix Gaillard à Washington pour chercher des crédits, chercher de l'argent américain pour sauver la France. Bon. Alors, le général de Gaulle n'écoute aucun homme politique. Il a une méfiance totale vis-à-vis des hommes politiques qu'il appelle politiciens, et il appelle auprès de lui un économiste, Jacques Rueff, Georges Pompidou, son directeur de cabinet, et qui vient de la banque Rothschild, donc qui a quelques connaissances économiques, et un jeune professeur inconnu du nom de Raymond Barre. Et il concocte un plan de redressement qui, en 2 ans, moins de 2 ans, remettra la France d'aplomb. Le 1er janvier 1960, le nouveau franc est créé, et le nouveau franc redonne une stabilité monétaire à la France. Sa balance des paiements est rééquilibrée, son déficit est résorbé, et la France repart sur des rails qui l'amèneront en 1963 à battre le record de la croissance mondiale. Vous l'avez dans les mémoires du général de Gaulle. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est pas tellement la référence au général de Gaulle, c'est le fait que ce monsieur Fouché nous donne une vision panoramique de ce que nous avons à financer dans les années qui viennent pour simplement survivre. Et il nous dit 244 milliards. C'est-à-dire que pour stabiliser la dette, et donc ramener le déficit primaire à zéro, le déficit primaire, c'est le déficit avant le paiement des intérêts de la dette. Et c'est la condition pour stabiliser la dette. Pour payer les investissements de transition, pour payer les investissements de défense qui sont demandés par l'OTAN, pour mettre la recherche au niveau innovation recherche au niveau international, restaurer la compétitivité industrielle, soutenir un tout petit peu notre éducation, revaloriser les salaires des enseignants et rénover les infrastructures de la SNCF. Monsieur Fouché nous fait une addition à 244 milliards. Alors, je vais vous la détailler rapidement. 244 milliards, ça représente 15% de la dépense publique. La dépense publique étant à 1600 milliards. Alors, vous avez 120 milliards, ce chiffre est très connu, il a circulé dans Le Point, sous la signature de plusieurs économistes, bien connus, je ne vais pas détailler, donner toutes les références, mais c'est un chiffre très connu. 120 milliards. C'est ce qu'il faut pour avoir un équilibre primaire du budget. Nous avons un déficit de 4 points de PIB. 4 points de PIB, 4 fois 3, 12, ça fait 120 milliards. Bon, donc stabiliser la dette. Vous ajoutez à ça 30 milliards pour la défense, pour avoir un effort de défense sur PIB de 3%. Vous avez 34 milliards d'investissements de transition énergétique et climatique. La source de M. Fouché, c'est le rapport Pisani-Ferry. 25 milliards pour la compétitivité de l'industrie. La source, c'est Rexecode. Je ne détaille pas, mais 15% pour l'enseignement,
3% pour les transitions professionnelles et 3% du PIB, soit 10 milliards pour 10 milliards de plus, 10 milliards de plus pour l'effort de recherche et d'innovation. Et vous arrivez à 244 milliards. Il faut que nos auditeurs comprennent bien ce que ça veut dire. C'est 244 milliards à trouver en plus par rapport à ce dont nous avons déjà besoin. C'est 244 milliards pour assurer notre avenir. Et ces 244 milliards représentent 15% de la dépense publique. Alors, moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que toute entreprise en difficulté, on le sait, est capable d'économiser 10% dans l'année. Là, c'est 15%. Mais c'est pas 15% dans l'année, c'est 15% progressivement. Donc, nous devrions pouvoir le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faudrait dire la vérité aux Français. Or, elle est toujours cachée, la vérité. Alors, ce qui est intéressant dans cet article panoramique, c'est pour ça que je donne ça à nos auditeurs, c'est parce que c'est panoramique. Et dans les médias, vous n'avez jamais de panoramique. C'est toujours l'immédiat, c'est toujours le petit bout de la lorgnette. Il vous dit comment les financer. Bon, alors là, je suis très peu en accord avec lui, enfin en tout cas largement en désaccord, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça confirme ce que nous avons dit à nos auditeurs depuis plusieurs mois sur qui allait payer. D'abord, il propose d'économiser 115 milliards sur les retraites. Donc, on va faire payer les retraités. Il propose, alors j'ai du mal à le croire, donc j'ai relu 4 fois ce qu'il a écrit, et je me suis aperçu que je lisais correctement. Bon, il propose de faire baisser les retraites de 20% et de ne pas les indexer pendant 4 ans. Alors, je me suis demandé si c'était l'un ou l'autre, mais en fait, c'est l'un et l'autre. C'est les faire baisser et ne pas les indexer pendant 4 ans. Il économise 115 milliards. Bon. Alors, je me demande, parce que j'ai une formation de statisticien, est-ce que c'est un effet de structure? Est-ce que c'est la mise en place de la loi sur les retraites qui fait que on va devoir travailler progressivement? Parce qu'il propose d'aller de 43 annuités à 45 annuités. Actuellement, on est à 42 annuités. Personnellement, j'ai travaillé 43 annuités et demie. Et là, ça fait gagner 30 milliards. Mais alors je parle d'effet de structure parce que est-ce que c'est le fait que des gens décideraient de partir plus tôt sans avoir une retraite pleine? Bon, je ne sais pas. De toute façon, il n'est pas là, on ne peut pas l'interroger. Mais j'ai trouvé ça assez fort quand même. 115 milliards sur les retraites, ça correspond à ce que nous disions. On va faire prépayer les retraités parce que les retraités sont des gens qui ne peuvent pas se défendre. Et ne pas indexer pendant 4 ans, c'est hors la loi. La loi, c'est l'indexation. Alors, ces dernières années, il y a eu des lois d'exception qui désindexaient, mais c'est du hors la loi, enfin au sens de la loi courante. Donc j'ai trouvé ça très fort. Et ensuite, quelque chose que nous avions annoncé à nos auditeurs, il propose de prendre 5% sur le patrimoine financier, pas sur les impôts, c'est pas augmenter les impôts, c'est prendre 5% du patrimoine financier des 10% les plus riches. Alors, mettons que les 10% les plus riches, ce sont des gens qui ont en gros 1 million d'euros, ça veut dire qu'il faut qu'ils payent 50 000 euros. Et ils les trouvent où, les 50 000 euros? Donc, c'est exactement ce que nous avions dit il y a quelques mois. Face à la crise financière, on fera payer les vieux et les épargnants. Alors, à côté de ça, travailler plus longtemps, là je suis complètement d'accord, 43, 45 annuités, actuellement on est à 42 à peine. Là, ils gagnent 30 milliards, et ensuite, il préconise une augmentation de 4 points du taux de la TVA sur les produits carbonés, avec une baisse du taux sur les produits de première nécessité, et là, il fait 50 milliards. Ah, il y a aussi quelque chose que j'avais oublié, il propose de geler l'assurance maladie à 30 milliards. Alors, je vois pas comment, avec une population vieillissante, on peut geler l'assurance maladie, où ça revient à dire qu'on ne soigne plus les gens.
Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord sur travailler plus longtemps. Je suis peut-être... Oui. Il ne parle pas de diminuer le train de vie de l'État par hasard dans toutes ces bonnes propositions. Alors voilà, alors ça c'est une très bonne remarque. J'avais oublié, échelon administratif, il supprime un échelon administratif, 10 milliards. Mais c'est une très bonne remarque parce qu'il ne dit rien sur le train de vie de l'État et il ne dit rien sur l'organisation de l'État. Et le fait que nous avons des ratios d'encadrement administratif qui sont plus importants que partout ailleurs. Dans les autres pays. C'est-à-dire que quand on prenait l'éducation, je crois qu'on l'a déjà dit dans cette émission plusieurs fois, quand vous prenez le nombre d'enseignants qui enseignent par rapport au nombre d'enseignants qui n'enseignent pas ou aux emplois administratifs, nous avons le plus mauvais ratio d'Europe. Et c'est pareil pour la santé aussi. Donc ça, il n'en parle pas. C'est pour ça que je suis en désaccord, large désaccord avec ce qu'il propose. Et moi, j'ajouterais, vous le savez, 2 impôts de justice sociale sur les grosses successions, les patrimoines. Mais je crois que dire qu'on va faire baisser les retraites de 115 milliards et geler la maladie de 30 milliards. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'actif. L'actif, c'est-à-dire les dépenses d'avenir qui sont à financer. Là, il a raison. Et ça nous montre que nous sommes largement à côté de nos pompes. Les débats à l'Assemblée nationale, les débats médiatiques, les réseaux sociaux, on parle d'1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. C'est absolument pas à la mesure. Donc M. Barnier cherchait 60 milliards pour stabiliser la trajectoire. En réalité, il en faut 120 pour arrêter la croissance de la dette et il en faut au total 244 pour assurer notre avenir. Donc, voilà, chers auditeurs, la mesure qu'il faut prendre pour se préparer aux chocs qui nous attendent. Il y a des chocs très violents qui nous attendent dans la période qui vient. Un chiffre récent montre bien que nous sommes dans une phase d'accélération inquiétante. En 2025, la France devrait emprunter plus de 300 milliards d'euros sur une seule année. À titre de comparaison, depuis le début des mandats d'Emmanuel Macron, donc en 7 ans, la France a emprunté 1000 milliards d'euros. Autrement dit, au rythme prévu pour 2025, il ne nous faudrait que 3 ans pour creuser le déficit équivalent à celui des 7 dernières années. Cette évolution illustre bien l'accélération de notre endettement actuel. Bien sûr, on est dans une accélération. La meilleure mesure à prendre, c'est celle des charges financières. 60 milliards de charges financières l'année prochaine. J'entends parler maintenant entre 80 et 100 milliards de charges financières en 2027. C'est largement plus que le budget de l'éducation nationale. Donc là, on voit bien qu'il y a une accélération, effectivement. Alors, c'est ce que l'opinion publique ne comprend pas. Bien, merci Maxime pour cet échange et ces éclaircissements. Merci de nous avoir suivis.